1. Il est visible à quiconque porte sa vue sur les objets de la connaissance humaine qu'ils sont ou des idées actuellement imprimées sur les sens, ou des idées perçues quand l'attention s'applique aux passions et aux opérations de l'esprit, ou enfin des idées formées à l'aide de la mémoire et de l'imagination, en composant ou divisant, ou ne faisant simplement que représenter celles qui ont été perçues originairement suivant les manières qu'on vient de dire. Par la vue, j'ai les idées de la lumière et des couleurs, avec leurs différents degrés et leurs variations. Par le toucher, je perçois le dur et le mou, le chaud et le froid, le mouvement et la résistance, et tout cela plus ou moins eu égard au degré ou à la quantité. L'odorat me fournit des odeurs, le palais des saveurs, et l'ouïe apporte des sons à l'esprit, avec toute leur variété de tons et de composition. Et comme plusieurs de ces sensations sont observées en compagnie les unes des autres, il arrive qu'elles sont marquées d'un même nom et du même coup réputées une même chose. Par exemple, une certaine couleur, une odeur, une figure, une consistance donnée, qui se sont offertes ensemble à l'observation, sont tenues pour une chose distincte, et le nom de pomme sert à la désigner. D'autres collections d'idées forment une pierre, un arbre, un livre, et autres pareilles choses sensibles, lesquelles étant agréables ou désagréables, excitent les passions de l'amour, de la haine, de la joie, de la peine, et ainsi de suite. 2. Mais outre toute cette variété indéfinie d'idées ou objets de connaissance, il y a quelque chose qui les connaît, qui les perçoit, et exerce différentes opérations à leur propos, telles que vouloir, imaginer, se souvenir. Cet être actif percevant est ce que j'appelle esprit, âme ou moi. Par ces mots, je n'entends aucune de mes idées, mais bien une chose entièrement distincte d'elles, en laquelle elles existent, ou, ce qui est la même chose, par laquelle elles sont perçues, car l'existence d'une idée consiste à être perçue. 3. Que ni nos pensées, ni nos passions, ni les idées formées par l'imagination n'existent hors de l'esprit, c'est ce que chacun accordera. Pour moi, il n'est pas moins évident que les diverses sensations ou idées imprimées sur les sens, quelque mêlées ou combinées qu'elles soient, c'est-à-dire quelques objets qu'elles composent par leurs assemblages, ne peuvent pas exister autrement en un esprit qui les perçoit. Je crois que chacun peut s'assurer de cela intuitivement, si seulement il fait attention à ce que le mot « exister » signifie quand il s'applique aux choses sensibles. La table sur laquelle j'écris, je dis qu'elle existe, c'est-à-dire je la vois, je la sens, et si j'étais hors de mon cabinet, je dirais qu'elle existe, entendant par là que si j'étais dans mon cabinet, je pourrais la percevoir, ou que quelque autre esprit l'aperçoit réellement. Il y a eu une odeur, cela veut dire qu'une odeur a été perçue. Il y a eu un son, il a été entendu. Une couleur, une figure, elles ont été perçues par la vue ou le toucher. C'est là tout ce que je puis comprendre par ces expressions et autres semblables. Car pour ce qu'on dit de l'existence absolue des choses qui ne pensent point, existence qui serait sans relation avec ce fait qu'elles sont perçues, c'est ce qui m'est parfaitement inintelligible. Leur essai consiste dans le percipi, et il n'est pas possible qu'elles aient une existence quelconque hors des esprits ou choses pensantes qui les perçoivent. 4. C'est, il est vrai, une opinion étrangement dominante parmi les hommes, que les maisons, les montagnes, les rivières, tous les objets sensibles, en un mot, ont une existence naturelle ou réelle, distincte du fait qu'ils sont perçus par l'entendement.
mais quelque grande que soit l'assurance qu'on a dans ce principe, et quelle que soit l'étendue de l'assentiment que lui donne le monde, toute personne qui aura le courage de le mettre en question pourra, si je ne me trompe, reconnaître qu'il implique une contradiction manifeste. Que sont en effet les objets qu'on vient de mentionner, si ce n'est des choses que nous percevons par les sens? Et que percevons-nous par les sens, si ce n'est nos propres idées ou sensations? Et ne répugne-t-il pas évidemment que l'une quelconque d'entre elles, quelqu'une de leurs combinaisons, existe non perçue? 5. Si nous examinons cette opinion à fond, nous trouverons peut-être qu'elle dépend de la doctrine des idées abstraites. Car peut-il y avoir un procédé d'abstraction plus subtil que de distinguer l'existence des objets sensibles d'avec le fait d'être perçus, de manière à les concevoir existants non perçus? La lumière et les couleurs, la chaleur et le froid, l'étendue et les figures, en un mot les choses que nous voyons et sentons, que sont-elles qu'autant de sensations, notions, idées ou impressions sur les sens? Et est-il possible de séparer, même par la pensée, aucune de ces choses d'avec la perception? Pour ma part, je pourrais tout aussi aisément séparer une chose d'avec elle-même. Je peux, il est vrai, dans mes pensées, séparer ou concevoir à part les unes des autres des choses que peut-être je n'ai jamais perçues par mes sens ainsi divisés. J'imagine le tronc d'un corps humain sans les membres, où je conçois l'odeur d'une rose sans penser à la rose elle-même. Jusque-là, je ne nierai pas que je ne puisse abstraire, s'il est permis d'user de ce mot abstraction en ne l'étendant qu'à la conception, par des actes séparés, d'objets tels qu'il soit possible qu'ils existent réellement ou soient effectivement perçus à part. Mais mon pouvoir d'imaginer ou de concevoir ne va pas au-delà de la possibilité de la réelle existence ou perception. Ainsi, comme il m'est impossible de voir ou sentir quelque chose sans en avoir une sensation effective, il m'est pareillement impossible de concevoir dans mes pensées une chose sensible ou un objet, distinct de la sensation ou perception que j'en ai. En réalité, l'objet et la sensation sont la même chose et ne peuvent par conséquent s'abstraire l'un de l'autre. 6. Il y a des vérités si claires et naturelles pour l'esprit qu'un homme n'a besoin que d'ouvrir les yeux pour les voir. Dans le nombre, je place cette importante vérité. Tout le cœur céleste et tout le mobilier de la terre, en un mot tous ces corps qui composent l'ordre puissant du monde, ne subsistent point hors d'un esprit, que leur être est d'être perçu, connu, que, par conséquent, du moment qu'ils ne sont pas effectivement perçus par moi, ou qu'ils n'existent pas dans mon esprit, ou dans celui de quelque autre esprit créé, il faut qu'ils n'aient aucune sorte d'existence, ou bien qu'ils existent dans l'esprit de quelque esprit éternel. Attribuer à quelqu'une de leurs parties une existence indépendante d'un esprit, cela est inintelligible et implique toute l'absurdité de l'abstraction. Cette vérité doit éclater avec toute la lumière et l'évidence d'un axiome, si je peux seulement éveiller la réflexion du lecteur et obtenir de lui qu'il se rende impartialement compte de ce qu'il entend lui-même et qu'il porte sur ce sujet ses pensées libres, dégagées de la confusion des mots et de tout préjugé en faveur des erreurs reçues. 7. D'après ce qui a été dit, il est évident qu'il n'y a pas d'autre substance que l'esprit, ou ce qui perçoit. Mais pour démontrer ce point plus clairement, considérons que les qualités sensibles sont couleur, figure, mouvement, odeur, goût, etc., c'est-à-dire des idées perçues par les sens.
Pour une idée, exister en une chose non percevante, c'est une contradiction manifeste, car avoir une idée ou la percevoir, c'est tout un. Cela donc en quoi la couleur, la figure, etc. existent, doit les percevoir. Il suit de là clairement qu'il ne peut y avoir de substance ou substratum non pensant de ces idées. 8. Mais, dira-t-on, quoique les idées elles-mêmes n'existent pas hors de l'esprit, il peut y avoir des choses qui leur ressemblent et dont elles sont des copies ou images, lesquelles choses existent hors de l'esprit dans une substance non pensante. Je réponds qu'une idée ne peut ressembler à rien qu'à une idée. Une couleur, une figure ne peuvent ressembler à rien qu'à une autre couleur ou figure. Si nous regardons seulement un peu dans nos propres pensées, nous trouverons qu'il nous est impossible de concevoir une ressemblance, si ce n'est entre nos idées. De plus, ces originaux supposés ou choses externes, dont nos idées seraient des portraits ou représentations, je demande s'ils sont eux-mêmes percevables ou non. S'ils sont percevables, ils sont donc des idées, et nous avons gagné notre cause. Et si on dit qu'ils ne sont pas percevables, j'en appelle à qui que ce soit. Y a-t-il de la raison à prétendre qu'une couleur est semblable à quelque chose d'invisible, que le dur ou le mou sont semblables à quelque chose d'intangible, et ainsi du reste. 9. Il y en a qui distinguent entre qualité primaire et qualité secondaire. Par celle-là, ils entendent l'étendue, la figure, le mouvement, le repos, la solidité ou impénétrabilité et le nombre. Par celle-ci, ils désignent toutes les autres qualités sensibles, telles que couleur, son, saveur et autres pareilles. Ils reconnaissent que les idées de ce dernier genre ne sont pas des ressemblances de quelque chose d'existant hors de l'esprit ou de non perçu. Mais ils soutiennent que nos idées des qualités premières sont les types ou images de choses qui existent hors de l'esprit, en une substance non pensante qu'ils appellent matière. Nous avons donc à entendre par matière une substance inerte, privée de sentiments, dans laquelle l'étendue, la figure et le mouvement subsistent réellement. Mais il est évident, d'après ce que nous avons déjà montré, que l'étendue, la figure et le mouvement ne sont que des idées existant dans l'esprit, et qu'une idée ne peut ressembler qu'à une autre idée, et que par conséquent, ni celle-là, ni leur archétype ne peuvent exister en une substance non percevante. Il est clair d'après cela que la notion même de ce qu'on appelle matière ou substance corporelle implique contradiction, en sorte qu'il ne me paraîtrait pas nécessaire d'employer beaucoup de temps à en faire ressortir l'absurdité. Mais voyant que l'opinion de l'existence de la matière semble avoir jeté de si profondes racines dans l'esprit des philosophes, et qu'elle mène tant de mauvaises conséquences à sa suite, j'aime mieux courir le risque de la prolixité et de l'ennui que d'omettre rien de ce qui peut servir à la pleine découverte et à l'extirpation de ce préjugé.